un premier temps, donc, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste Rayet, directeur pays Danemark et Islande, et à son équipe. Vous présenter la zone nordique, les secteurs. Oui. Je tiens à les remercier vivement pour leur collaboration. Et j'interviendrai dans un second temps pour vous présenter en quelques mots la mission de prospection pays nordiques. Non, un dossier donc, comme voilà. Je vais laisser la parole donc à Jean-Baptiste. Il passe en bleu et après il passe en vert et on ne peut plus revenir dessus. Alors, merci de bien couper vos micros. J'aimerais bien avoir un délai. Bonjour à tous, Jean-Baptiste Rayet, directeur pays Danemark, effectivement également Islande. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter en quelques mots la zone nordique avec l'ensemble de l'équipe qui interviendra au fur et à mesure sur les secteurs porteurs. Et je tenais également à vous remercier d'être aussi nombreux aujourd'hui et être aussi nombreux à vous intéresser à cette zone nordique. Je remercie également la Team France Export Normandie et en particulier donc Béatrice Gallard et Guillaume Winas et l'ensemble de l'équipe également, comme je l'ai dit, donc Business France Nordique. Comme vous l'a précisé Béatrice, elle vous présentera à l'issue de cette présentation donc le déroulé de la mission Scandinavie qui aura lieu en avril 2021. Béatrice, si on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc quelques photos pour vous situer la zone nordique, également une carte. Vous voyez donc une immense zone. On va passer à la slide suivante. Et donc c'est une zone composée de 4 pays, donc Danemark, Finlande, Norvège et Suède, également par extension donc l'Islande et l'Estonie. Donc l'Islande qui est suivie par le bureau danois et l'Estonie par le bureau de la Finlande. Donc cette zone, elle représente un marché de 28 millions d'habitants, de consommateurs, avec un PIB supérieur à celui de la France et de l'Allemagne. Donc ça, peu de personnes le savent. Et donc du coup, les pays nordiques sont la 11e plus grande économie mondiale. Sachez que la France exporte davantage vers la zone nordique que vers la Russie, par exemple, et presque autant que vers l'ensemble de l'Amérique latine. Donc finalement, cette zone nordique, c'est le 10e marché d'exportation de la France. Et c'est une économie ouverte, résolument orientée vers l'international, puisque 69% de son PIB est tourné vers l'export. C'est également des marchés que nous qualifions test pour de nouveaux concepts, de nouvelles technologies. Donc, ce sont des pays avides de nouvelles technologies, mais également ce sont des pays exigeants. Un point essentiel que vous devez retenir, c'est un environnement politique stable. Et je pense que dans cette période chez UT, c'est important de se retourner vers des marchés de stabilité, mais également avec une croissance économique, inflation maîtrisée, faible chômage et un PIB, comme je vous l'ai dit, donc supérieur à celui de l'Allemagne et de la France. Alors évidemment, ces fondamentaux économiques, c'était avant la crise du Covid-19, mais j'y reviendrai et je vous dirai pourquoi il s'agit d'une économie résiliente. Et ce que vous devez retenir, c'est surtout aussi des marchés à proximité de la France. Ce sont des marchés qui sont seulement à 2 ou 3 heures de Paris environ. Et il y a un ancien ambassadeur, donc monsieur François Zimré, ambassadeur au Danemark, qui aimait citer « Trop près pour être dans la zone d'effort, trop loin pour être dans la zone de confort ». Alors effectivement, sur cette slide, vous voyez pourquoi c'est une économie résiliente. Alors déjà, lorsque vous regardez au niveau de la situation sanitaire, les pouvoirs publics ici ont vite décidé très tôt des mesures de confinement, alors, sauf pour la Suède, qui elle n'a pas eu de mesures de confinement à proprement parler, mais qui ont très vite assuré un déconfinement rapide et progressif, et ça dès environ la mi-avril, parce que la propagation du virus avait été
maîtrisée. Mais ce sont également des pays politiques, puisque pendant cette période de confinement, post-confinement, les voyages d'affaires ont été assurés, évidemment, sous certaines conditions. Et donc, l'ouverture des frontières était toujours subordonnée à la condition que les pays remplissent certains critères objectifs, plus précisément que le nombre de personnes infectées devait être faible. Alors, je rentrerai peut-être pas en détail sur les taux de létalité ou de prévalence, mais sachez qu'il est faible et plus faible que celui de la France, qui se situe environ à 5,86%, et nous, on se situe en moyenne à un taux de 3%. Le télétravail est préconisé, au moins, alors ça dépend des pays, mais au moins jusqu'à la fin décembre, dans la mesure du possible. Voilà, donc après, il y a certaines restrictions qui sont édictées au cas par cas dans chacun pays, mais globalement, donc les mesures sont assez homogènes d'un pays à l'autre. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez avoir des informations plus en détail au cas par cas, pays par pays. Donc on pense que la zone nordique, ou tous les économistes pensent que la zone nordique devrait bien résister à la crise économique en 2020 et bien rebondir en 2021. Alors pourquoi? On peut peut-être passer à la slide suivante, s'il vous plaît, Béatrice. Merci beaucoup. Les fondamentaux économiques et financiers des pays de la zone nordique sont sains. Les autorités ont bien répondu à la crise en mettant en place des paquets financiers de relance directe et indirecte. Et donc, on s'attend finalement à une reprise en V sur cette zone nordique. Donc, évidemment, il y a une récession économique et elle se situe autour de -5 à -6,3% en termes de PIB, alors que la zone euro était de -11,7%, l'Allemagne -10,1%, l'Italie -12,4% et la France -13,8%. Et donc, on s'attend à un rebond en 2021 qui est estimé autour de +3 à +5%, sachant qu'on va plus tendre vers +5% au niveau du PIB. Alors, quelles seraient les opportunités ou quelles sont les opportunités pour les entreprises françaises? Donc, on va évidemment rentrer dans le détail secteur par secteur, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'image de la France est bonne dans les pays nordiques. Elle est perçue comme dynamique. Et finalement, cette crise économique pour les pays nordiques, elle est perçue comme une opportunité d'accélérer la transition écologique et également la transition du numérique. Les relations bilatérales avec la France sont favorables aux PME françaises. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est une économie résiliente à proximité de la France. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est une opportunité pour vous, PME, de saisir cette opportunité pour pouvoir venir sur nos marchés, profiter de cette relance économique. Béatrice, on peut peut-être passer à la slide suivante. Alors, vous adressez un portrait robot des profits des entreprises qui réussissent par expérience dans les pays nordiques. Donc, il faut arriver avec des produits innovants, des produits avec une vraie valeur ajoutée. Il faut déjà avoir une certaine expérience à l'export. Il faut maîtriser l'anglais, en tout cas au moins avoir aussi également un site internet en anglais. Idéalement avoir une équipe ou au moins une personne qui est dédiée à l'export et que vous soyez visible sur les réseaux sociaux. On va passer à l'autre slide, Béatrice. Merci beaucoup. Et donc, on vous a dicté quelques règles d'or pour pouvoir réussir dans les pays nordiques. Donc, je ne vais peut-être pas m'apesantir et vous lire les 10 points. Mais sachez que ce qui est important, c'est qu'il faut être ponctuel. La ponctualité est de mise et elle est signe aussi de qualité, hein, et de respecter
des délais impartis. Ce sont des peuples ou disons la culture du pragmatisme. Ils aiment aller droit au but, avec des réunions courtes. Et puis également, l'anglais est de mise. Et sachez également que vous dites que voilà, ce sont des pays riches avec des PIB élevés. Voilà, ne pensez pas non plus pratiquer des prix trop élevés ou trop, je dirais, déconnectés du marché. Ils ont la culture des affaires, ils connaissent les prix. Et donc, surtout, éviter le marchandage. Je pense que ce n'est pas tellement dans leur culture. L'avantage de cette zone, c'est que vous allez développer et maintenir des relations d'affaires durables. On va peut-être passer à la slide suivante. J'ai mis une slide sur le VIE, donc quelques mots. Donc, c'est un programme de talent RH, vous le connaissez peut-être, mais c'est aussi surtout un réel soutien et un levier pour vous accompagner. Et je pense que dans cette période de crise, vous devez être encore plus près de vos marchés et le VIE est une solution, je dirais, pour pouvoir profiter de cette relance qui passera, nous on pense, par les pays nordiques. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la Team France Export en Normandie, de vos conseillers internationaux, des chargés d'affaires internationaux, bref, de la Team France Export en Normandie, qui pourront vous renseigner et vous accompagner sur vos projets pour pouvoir aborder nos marchés. Je tenais également à présenter l'ensemble de l'équipe nordique. Donc voilà, nous sommes constitués de plusieurs bureaux, comme je l'ai dit au préambule. On suit, comme vous le savez, donc l'Islande depuis le Danemark et l'Estonie depuis la Finlande. Et l'autre slide, s'il vous plaît. Voilà, donc je voulais vous présenter donc Maybrit, qui vous parlera et qui vous expliquera, vous dressera un panorama sur le secteur agroalimentaire sur cette zone. Vincent, sur l'industrie cleantech, Soline, sur l'art de vivre santé, et enfin Justine, sur tout le secteur tech et services. Je vous remercie de votre attention et je vais céder la parole à Maybrit pour le secteur agroalimentaire. Merci. Oui, allô, tout le monde ici, Maybrit Lennart depuis le bureau de Copenhague. Je suis donc passée à Copenhague avec aussi les compétences sur le marché islandais. Je suis en supplément également référente sur toute la zone nordique en fait, pour tout ce qui concerne l'agroalimentaire hors les vins et spiritueux. Alors, pour la zone nordique, le marché est mature. C'est un marché nordique qui est riche de 28 millions de consommateurs qui ont un pouvoir d'achat élevé. Il s'agit des consommateurs qui sont curieux, qui sont exigeants et qui sont à la fois sensibles à leur santé, mais aussi à l'environnement. Depuis une bonne dizaine d'années, on constate que le marché nordique est en plein dynamisme, en pleine évolution, notamment sur le marché de volume. On voit que la grande distribution varie ses rayons. On trouve davantage de variétés, de produits différents. Avec quelques mots-clés, on verra ça après aussi, mais en tout cas, souvent avec un focus auprès de la grande distribution sur tout ce qui est bio, durabilité, santé, produits premium, premier storytelling, avec l'histoire à transmettre, et puis également aussi sur les produits convenience. En parallèle avec ce marché de volume, il y a également le marché de niche, en fait, avec les circuits de distribution spécialisée, les épiceries fines et les boutiques, ainsi que les cavistes, par exemple, sur le marché danois, voient de plus en plus le jour. On voit également des chaînes d'épiceries fines qui se développent, notamment et surtout dans les capitales et les grandes villes de nos 4 pays.
On voit des ouvertures de halles avec des stands spécialisés, avec une restauration sur place. Et puis finalement et surtout, on voit une restauration sur l'ensemble de la zone nordique qui est en pleine effervescence et qui est vraiment poussée par le succès de la nouvelle cuisine nordique et toute cette nouvelle génération de chefs de renommée internationale. Sur l'ensemble de la zone, on compte un total de 78 étoiles au guide Michelin. Et d'ailleurs, lors de la Bocuse d'Or en 2019, l'ensemble des pays nordiques se sont trouvés à côté, en haut du podium. Aujourd'hui, et cela depuis quelques années, en surfant un peu sur cette vague justement de la nouvelle gastronomie nordique, on voit de plus en plus de restaurants qui ouvrent dans nos pays, certains qui referment aussi, mais il y a beaucoup de concepts qui restent et qui font que les Nordiques aujourd'hui sortent davantage en restaurant. Il y a quelques années de ça, vous allez 5 ou 10 ans en arrière, les Nordiques sortaient vraiment au restaurant, c'était assez occasionnel, ça se faisait le week-end et que quelques fois dans l'année. Aujourd'hui, l'offre est tellement variée, il y a un peu pour tous les goûts en fait et pour tous les budgets aussi. Du coup, maintenant, les consommateurs ici sortent dans la semaine également. C'est pas inhabituel de sortir, par exemple, un mardi soir, en pleine semaine, chose qui se fait. C'est pas du tout il y a quelques années de ça. En sortant, les Nordiques ont découvert le plaisir culinaire, ont commencé à s'intéresser de plus en plus à la gastronomie et leur curiosité a été vraiment réveillée. Il y a quelques années de ça, c'était des marchés qui étaient vraiment drainés et mobilisés par le prix. Aujourd'hui, ça reste effectivement, notamment sur la grande distribution, toujours partie le cas, mais il y a aussi ce focus et cet intérêt sur les produits de qualité et cette volonté de vouloir se faire plaisir. Ce dynamisme et ce contexte de marché est particulièrement favorable à l'offre française. Les Nordiques ont une image de qualité des produits alimentaires et des boissons venant de France. Le Made in France est vraiment une image de qualité. On voit d'ailleurs depuis quelques années une belle croissance dans les exportations de produits dits gourmets vers nos marchés nordiques, ce qui vient vraiment confirmer que l'offre française a un rôle à jouer dans ce nouveau contexte de marché. Avant de continuer sur le slide d'après, suivante, je voulais faire une petite parenthèse sur le Covid, parce qu'effectivement, la restauration nordique est impactée, non pas parce que les Nordiques, les consommateurs ne sortent plus, bien au contraire, ça a bien repris cet été, mais étant donné qu'il y a eu beaucoup moins de touristes, beaucoup moins d'étrangers et beaucoup moins de rassemblements, évidemment, la restauration, tout le secteur de la restauration a été impacté par cette crise sanitaire du Covid. On peut passer au slide d'après, s'il vous plaît. Alors, on a essayé sur ce slide, en fait, de vous regrouper les 8 tendances clés des 4 marchés nordiques. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, mais c'est vraiment les grandes tendances clés dans la consommation de produits alimentaires et boissons. Donc, foodies, hein, comme on a vu tout à l'heure sur le slide avant, les Nordiques s'intéressent de plus en plus à la gastronomie, ils s'intéressent de plus en plus au plaisir culinaire. Ensuite vient tout ce qui est clean eating, donc ça veut dire la chasse aux additifs et aux produits entre guillemets dits industriels. Convenience, un segment qui représente un fort potentiel depuis quelques années sur nos marchés nordiques, tout en gardant le goût et sans faire compromis avec la santé, etc. On verra tout à l'heure les différentes catégories de produits qui sont à retrouver dans cette partie de convenience. Ensuite, be the change, donc une consommation responsable, durable, avec notamment les produits bio.
Tendance 5, less is more. Donc, encore une fois, ça revient un peu à la partie foodies. Donc, on a vraiment une envie de manger mieux et de meilleure qualité, moins, mais mieux. Ensuite vient les produits locaux. C'est vrai que les Nordiques sont gourmands aussi de produits locaux. C'est surtout pour tout ce qui est produits frais et tout particulièrement vraiment pour des produits de niche et de production artisanale locale. À titre d'exemple, il y a beaucoup de fermes qui ouvrent des boutiques sur leurs exploitations et qui accueillent en fait les clients, les consommateurs sur place. Protein still going strong, un intérêt pour une alimentation protéinée. Et finalement, tout ce qui est produits sans, donc ça veut dire, tout comme en France, hein, les produits sans gluten, sans lactose, sans sucre, avec moins de sel, entre autres, ont beaucoup de succès depuis quelques années. On voit des rayons dans la grande distribution qui sont dédiés. Et on peut passer au slide d'après. Alors, dans ce contexte de marché, quelles sont en fait les opportunités pour l'offre française? Il y en a beaucoup parce que, encore une fois, le marché est propice. Même si ce sont des marchés matures, ce sont des marchés propices également aussi. Et encore une fois, avec des consommateurs curieux et qui ont surtout aussi un bon pouvoir d'achat. Alors, on a essayé de regrouper vraiment, encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, c'est les grands groupes de produits et d'opportunités pour la France sur nos 4 marchés. On commence par tout ce qui est convenience, ça peut être notamment tout ce qui est bake-off. On voit dans les rayons de la grande distribution aujourd'hui, par exemple, des viennoiseries, des croissants, des pains au chocolat en surgelé. On voit davantage de produits de plats préparés innovants, des produits de snacking et aussi l'apéritif. Hein. L'apéritif, en fait, c'est un concept qui est nouveau sur les marchés nordiques. Les Nordiques n'avaient pas cette heure d'apéritif en fin de journée comme on peut l'avoir en France, mais ça vient, ça s'installe. On prend un verre de rosé autour de quelques petites choses à grignoter, du fromage, des olives, etc. Ensuite aussi, tout ce qui est aide culinaire. Les Nordiques travaillent beaucoup, ils ont une vie de famille dense. Donc le soir, si ils peuvent avoir accès à des aides culinaires pour préparer rapidement un repas équilibré pour la famille, ils en sont de plus en plus preneurs. Le bio est vraiment un mot-clé, un argument de vente sur la zone nordique. C'est très important, à la fois dans la grande distribution comme dans les circuits spécialisés. Sur le Danemark, le part de marché du bio dans la grande distribution est de plus de 12%. C'est un des parts des marchés les plus élevés au monde. C'est pareil sur les autres marchés nordiques. On est vraiment un part des marchés du bio dans la grande distribution qui est élevé. Le bien-être animal, effectivement, de plus en plus d'impact aussi, de plus en plus d'importance. Le label rouge commence à être connu, surtout évidemment par les professionnels du secteur, mais aussi timidement par les consommateurs. Dans certains marchés, on a pu voir des publicités à la télévision pour la volaille française de label rouge. Ensuite, tout ce qui est produits sains, superfood, novel food, ça peut être beaucoup de produits, ça peut être les baies, ça peut être les fruits, ça peut être aussi, ça c'est une vague qui est importante, tout ce qui est produits véganes. Les produits véganes réveillent vraiment l'intérêt des Nordiques depuis, on va dire, 2-3 ans. S'ils ne deviennent pas des végétariens, ils deviennent des flexitariens, donc ils mangent de moins en moins de viande. Donc, ils sont preneurs de tout ce qui est alternative à la viande, de glace végane, etc.
finalement, vient tout ce qui est MDD. Donc, toute la grande distribution sur la zone en sont demandeurs. La part des marchés est des MDD sur la grande distribution selon le marché est en une moyenne d'environ 25 ou 30% sur l'ensemble de la distribution. Et toutes les gammes, en fait, sont concernées par les MDD, allant du produit du premier prix jusqu'au produit de premium, ou voire même aussi bio. Ça c'est vraiment quand on a un produit qui peut être fait ou proposé en MDD, n'hésitez pas à le mettre en avant, c'est un vrai argument de vente également. On peut passer au slide d'après. Alors, on a beaucoup parlé, donc, surtout d'alimentaire jusqu'à maintenant. Un petit slide aussi pour vous dire que le cidre réveille vraiment la curiosité des Nordiques davantage. Tout d'abord, la pomme, c'est une vraie culture hein, auprès des populations nordiques. Le cidre est également produit dans nos pays. Ça va du cidre artisanal avec des producteurs comme Pomologic ou Eblerov jusqu'à des grands producteurs comme Carlsberg avec la marque Somersby qui est fortement exportée dans le monde entier. Le cidre a aujourd'hui vraiment sa place à prendre dans nos différents marchés et également aussi dans les différents canaux de distribution. Les sommeliers de la nouvelle génération s'intéressent beaucoup au cidre. On en voit davantage dans les bars à vin, dans la restauration, Schoen surtout. Pour vous citer quelques exemples de restaurants où le cidre est vraiment mis en avant sur la carte, on peut parler de Pomme à la crêpe, la galette ou Holm Cider Bar qui se trouve d'ailleurs à Copenhague. Aujourd'hui, donc on a dit qu'il y a du cidre artisanal de nos pays, mais il y a le cidre français continue et inspire vraiment. C'est une vraie référence dans les cidres ici sur nos marchés. Plusieurs secteurs le met d'ailleurs en avant. En Suède, on a le Svenska Ciderfrämjandet, qui est une association suédoise qui promue et qui parle du cidre et de comment il se consomme, etc. et qui organise aussi des festivals. Pareil pour Cider Revolution, qui est une entreprise spécialisée dans l'importation de cidre et qui veut vraiment faire découvrir à ses clients tous les plaisirs du cidre. Il propose des dégustations B2B ou voire même pour les particuliers aussi. Donc c'est vraiment un segment qui aujourd'hui représente un vrai potentiel. Et à titre d'information, nous savons d'ailleurs actuellement justement un vente-rein qui est en cours pour un très grand importateur sur la zone nordique. On peut passer le slide. Yes. On peut passer le dernier slide. Voilà, super, merci. Finalement, et avant de clôturer la partie sur agrotech, pour vous dire que le secteur agroalimentaire nordique est un secteur qui est puissant, qui est innovant et qui est doté de technologies vraiment très pointues. Il s'agit d'un secteur qui est un pilier de l'économie de chacune de nos 4 pays. C'est un secteur qui est fortement basé sur l'export. À titre d'exemple, le Danemark, 90% de la production agroalimentaire est destinée à l'export. Dans nos pays se trouvent des grandes coopératives qui sont puissantes. Pour vous noter quelques exemples de coopératives qui sont vraiment de taille internationale et qui exportent dans le monde entier, on peut citer Arla Foods, Lantmännen et Danish Crown. Les quelques secteurs clés dans le secteur agroalimentaire nordique, ce n'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas, quelques secteurs clés, c'est l'élevage, à la fois le porcin, le volaille et le bovin, le lait, et puis la pêche et l'agriculture. Pour l'agriculture, c'est surtout la Norvège avec le saumon, hein, qui est mondialement connu.
pour l'offre française, les opportunités sont multiples. Hein. Il n'y a pas de. Par contre, aujourd'hui, ce qui est vraiment les centres d'intérêt auprès des différents secteurs dans le secteur agroalimentaire, il y a un fort focus sur tout ce qui est durabilité, tout ce qui est environnement, tout ce qui est bien-être animal et tout ce qui est solutions digitales, innovantes et technologiques qui peut aider les secteurs l'ensemble des secteurs du secteur agroalimentaire à aller vers une production, un élevage qui laisse une empreinte neutre sur l'environnement. Donc parfois il est vrai que c'est sur des appels d'offres, mais pas toujours. Il peut tout à fait y avoir des opportunités aussi au cas par cas en approchant les secteurs clés sur le marché. Et c'était les derniers mots sur cette partie de la présentation donc pour l'agroalimentaire. Je ne sais pas, Béatrice, je vous laisse voir s'il y a une ou deux questions auxquelles je peux répondre avant qu'on laisse la main pour la prochaine présentation. Alors, a priori, non, il n'y a pas de, je vois pas de questions en particulier, pour l'instant en tout cas. D'accord. Voilà. Je resterai de toute façon avec vous jusqu'à la fin de la présentation, si jamais en cours qu'il y a des questions pour la partie agro. Merci beaucoup, Béatrice. Je te laisse passer la parole à la prochaine présentation. Et donc maintenant, ça va être donc monsieur Vincent Joly qui va intervenir sur la partie industrie et clean tech. Oui, merci Béatrice. Merci, bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? Voilà, donc je vais vous faire une présentation assez synthétique, mais aborder un peu les thématiques, un peu les secteurs porteurs sur toute la zone nordique pour la partie industrie et clean tech. Je vais commencer par un cadrage rapidement sur le domaine industriel pour rappeler un peu l'industrie, ce que ça représente l'industrie dans la zone nordique. Et puis après, repartir sur les principaux secteurs porteurs thématiques. Le scope est assez large sur la partie clean tech. Voilà. Alors pour commencer déjà, bien rappeler que la zone nordique est encore une zone fortement industrialisée, avec des acteurs de renommée mondiale. Je vous ai mis plusieurs logos là qui sont familiers, je pense, pour la plupart d'entre vous. Fortement tournés vers l'innovation. Ça reprend un peu ce que disait Jean-Baptiste sur la recherche des produits innovants. Et surtout, je pense que ça c'est important à noter, c'est des acteurs industriels qui sont bien positionnés sur les tendances porteuses. Si on prend un acteur comme Volvo, a été le premier constructeur automobile à prendre le tournant de l'électromobilité et de partir sur la production automobile 100% électrique ou hybride. On a aussi de nombreux acteurs spécialisés, comme je l'ai mis là, sur tout ce qui est petite et moyenne série à très forte valeur ajoutée, ce qui représente un intérêt aussi pour les acteurs français de la filière industrielle. Et ce qui est à noter, donc là c'est vraiment une tendance lourde, c'est que quand on parle de solutions innovantes, les solutions innovantes qu'on voit beaucoup des acteurs industriels actuellement, je crois que c'est une tendance qui ne concerne pas que les Nordiques, mais qui est très très marquée pour les pays nordiques, c'est réduire l'empreinte écologique. Donc là on va retrouver des solutions, tout ce qui est solutions liées aux économies d'énergie, aux réseaux intelligents, tout ce qui est lié aux nouveaux matériaux, liés à l'économie circulaire. Donc sur ces thématiques-là, on sent les donneurs d'ordre locaux très demandeurs de solutions sur ces segments-là. Et ensuite, tout ce qui est lié à améliorer la productivité, la compétitivité des sites. Et là, on va plus aller sur la thématique l'industrie 4.0, les nouvelles solutions qui permettent de maintenir la compétitivité des sites dans les pays nordiques, sachant que dans les pays nordiques, le coût de la main-d'œuvre est assez élevé. Voilà. On peut passer, alors juste rapidement pour les acteurs, on va rester encore 2 minutes sur ce slide-là, juste pour les principaux acteurs, juste pour cadrer aussi en termes de périmètre. On est sur les zones, alors
Maïbrit l'a mentionné, il y a une forte industrie agroalimentaire dans les 4 pays nordiques, mais sur les autres secteurs industriels, on va retrouver sur la Suède et la Finlande beaucoup d'acteurs dans la métallurgie, dans l'industrie mécanique, et aussi beaucoup d'acteurs dans l'industrie chimique et l'industrie forestière, en particulier donc, sur la Suède et la Finlande. Au Danemark, on a une grosse industrie agroalimentaire, mais aussi une grosse industrie mécanique avec l'éolien. Et en Norvège, on a beaucoup d'industries aussi métallurgiques et d'industries forestières et chimiques. Voilà, on peut passer au slide suivant. Voilà, donc au niveau des tendances, ce qu'on note, ce qui est assez marqué, on a tout ce qui est lié à ce qu'on va appeler tout ce qui est servicisation de l'industrie. Donc tout ce qui est nouvelles solutions de services qui amènent de la valeur ajoutée, entre autres du produit, donc service après-vente. On voit beaucoup de tendances et de nouveaux services qui apparaissent pour les nouveaux acteurs. Ensuite, on a tout ce qui est lié à la croissance des activités qu'on va dire de sièges sociaux, liés à la conception, le conseil, le design, l'ingénierie. Donc ce qui est intéressant, c'est que les centres de décision sont toujours dans les pays nordiques, même si les sites de production peuvent être délocalisés. Mais il y a vraiment un gros sujet sur la partie ingénierie dans les pays nordiques. Et ensuite, la spécialisation sectorielle, avec le recentrage de l'activité sur des filières à haute valeur ajoutée et les cœurs de métier des acteurs. On a aussi, on le note, ça c'est une tendance pré-Covid, mais qu'on note aussi dans la phase de reprise, donc tout ce qui est l'augmentation de la recherche et développement, et en particulier de la notion de Green R&D, donc tout ce qui est recherche et développement lié aux solutions vertes, comme j'en ai parlé rapidement dans le premier slide. Au niveau des segments porteurs, donc là, c'est vraiment pour la partie industrie, on a tout ce qui est lié à l'usine verte, nouveaux matériaux, j'en ai parlé rapidement, et tout ce qui est lié à la digitalisation industrielle, donc que ce soit l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie, tout ce qui est lié à la production additive, les modèles de production agile ou la réalité augmentée. Donc toutes ces solutions qui permettent d'améliorer la compétitivité des sites. Voilà, Béatrice, on peut passer au slide suivant. Le slide voilà, qui va être... Là, je vais plus m'attarder sur ce slide-là parce que ça touche un peu tous les secteurs et les entreprises présentes. Donc sur les tendances des secteurs porteurs, ce qu'on note, on note 5 gros pôles. Donc mobilité, ce qu'on va appeler le pôle mobilité, transport, infrastructure, le pôle Blue Tech, filière mer, le pôle Green Tech, Smart Grid, tout ce qui est lié au Green Building, et enfin tout ce qui est lié à l'industrie du futur. Un pôle important, donc c'est tout ce qui est lié à la mobilité. Alors par mobilité, il y a tout ce qui est lié aux nouvelles mobilités, beaucoup de sujets liés aux nouvelles mobilités, mobilité partagée, mobilité électrique. On a tout ce qui est lié à l'électromobilité, à l'hydrogène. L'hydrogène, on va l'aborder à 2 niveaux. Il y a l'hydrogène qu'on va appeler l'hydrogène vert, donc tout ce qui est lié aux véhicules, il y a la solution de recharge. Et puis après, l'hydrogène bleu, donc là c'est vraiment pour la filière mer. Tout ce qui est lié à l'électromobilité, c'est vraiment une tendance forte, que ce soit au niveau de l'industrie automobile, en particulier du côté de Volvo, mais aussi pour chaque pays, pour tout ce qui est lié aux solutions de recharge pour les véhicules électriques. La Norvège a une spécificité dans ce domaine-là, ils sont à plus de 50% de leur parc électrique. On a ensuite tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et au big data appliqué à la mobilité. Donc ça, c'est un sujet important, tout ce qui est nouvelles solutions pour permettre d'avoir tout simplement, alors au niveau de la mobilité, le dénominateur commun, ça va être la mobilité décarbonée. Donc tout ce qui est solutions qui vont permettre de réduire l'impact des transports sur l'environnement. Donc on a tout ce qui est lié à la véhicule connecté, tout ce qui est lié aussi au système de signalisation, services de maintenance des réseaux, système d'électrification avec de lourds investissements sur les infrastructures. On a de nombreux projets de construction et d'extension de réseaux ferrés, que ce soit urbain ou interurbain. On a des solutions, nouvelles solutions pour permettre une meilleure maintenance, ce qu'on va dire là, maintenance connectée et prédictive. Et aussi, la zone nordique est très marquée sur la partie d'utilisation des drones pour l'inspection des sites, pour la maintenance des sites. Ensuite, sur la partie filière mer, donc on a dénommé ici Blue Tech, on va trouver beaucoup d'initiatives des grands comptes sur tout ce qui est ce qu'on peut appeler le smart shipping, donc tout ce qui est lié aux navires autonomes, lié à la cybersécurité appliquée à la filière mer,
Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine et aussi tout ce qui est toutes les solutions. À noter qu'il y a une grosse industrie navale dans la zone nordique, donc toutes les solutions qui sont aussi là encore pour réduire l'empreinte environnementale des navires et entre autres toutes les solutions liées à l'hydrogène. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'hydrogène avec des initiatives dans chaque pays qui sont importantes. On a aussi tout ce qui est solutions innovantes pour les infrastructures portuaires respectueuses de l'environnement. Là, on sent un fort intérêt des opérateurs portuaires pour ce domaine-là et aussi pour toutes les nouvelles solutions liées à la logistique. On a ensuite tout ce qui est lié à la surveillance et la sécurité, toujours des sites portuaires. Et enfin, gros sujet aussi sur tout ce qui est, alors on l'a mis là dans la filière mer, tout ce qui est énergie marine renouvelable, en particulier l'éolien offshore, avec des industriels, en particulier au Danemark, comme Vestas, mais aussi de nombreux opérateurs et de nombreux projets à venir, et des opérateurs qui sont dans la recherche de solutions liées à l'éolien offshore. Ensuite, au niveau des Green Tech Smart Grid, donc là, ça se recoupe aussi avec la partie énergie renouvelable. Qui dit énergie renouvelable dit besoin d'avoir des nouvelles solutions en termes de gestion de réseau. Donc, on a beaucoup de sujets au niveau des opérateurs de réseau sur ces sujets-là, liés à la gestion des données et à la stabilité du réseau. On a ensuite sur la partie Green Tech le sujet lié à l'économie circulaire, donc tout ce qui est lié à la gestion des déchets et gestion des déchets, gestion de l'eau aussi, comment trouver les solutions pour être en circuit fermé. Il y a depuis longtemps une forte gestion des déchets dans les pays nordiques. Maintenant, ils sont en train de voir dans la chaîne de valeur comment réutiliser ces déchets pour la production. Donc, voilà. Ensuite, sur la partie bâtiment, tout ce qui est lié au green building et au PropTech, tout ce qui est lié aux nouveaux matériaux, tout ce qui est lié aux solutions digitales pour les nouveaux chantiers, les solutions de construction, donc le BIM, des solutions pour la supervision des sites de construction. Et enfin, sur l'industrie future, je ne vais pas revenir, je l'ai déjà abordé sur le slide numéro 1. Donc voilà les tendances qui nous semblent importantes sur la zone nordique. Donc sans plus m'éterniser, là c'était vraiment un périmètre, là j'ai encore 5 minutes pour la partie questions-réponses avant de donner la parole je crois que c'est le segment AVS, Art de Vivre Santé. Donc si vous avez des questions sur votre sujet en particulier, n'hésitez pas que je puisse en répondre, sinon vous pouvez nous contacter bien sûr ultérieurement. Alors, il n'y a pas de questions, n'hésitez pas surtout. Hein. Profitez. Il y a quelques entreprises que je connais déjà, en particulier Cotral que je salue. Voilà, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur votre domaine en particulier, que je puisse y répondre. Bon, alors s'il n'y a pas de questions pour Vincent, on peut passer donc à la partie de Soline Raymond pour le secteur art et de vivre et santé. Oui. Bonjour à tous. Bon. Alors pour ma part, voilà, je me nomme Soline Raymond, je suis chargée d'affaires export au bureau Business France de Stockholm. À savoir sur la zone nordique, on a une couverture très forte parce qu'on est 5 personnes sur la partie art de vivre et santé sur toute la zone nordique avec des bureaux implantés dans chacun des pays de la zone, aussi bien au Danemark, en Finlande, en Suède, en Norvège. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des expertes, on n'est que des femmes, mais d'avoir des expertes sur chacun des marchés. Voilà, alors on va commencer. On couvre aussi un secteur qui est assez large malgré tout, parce qu'on sait toute la partie art de vivre, qui est en gros la partie des biens de consommation, plus on va dire certains secteurs comme le secteur de la plaisance notamment, et aussi on couvre également le secteur de la santé. Voilà, avec évidemment des synergies sur chacun des secteurs. L'art de vivre en gros, ce sont vraiment tous les biens de consommation. C'est pour ça qu'on va commencer par parler un petit peu du consommateur nordique pour un petit peu
dépeindre ici le profil des consommateurs. Je pense que avant de savoir un petit peu les profils et les secteurs porteurs, il est intéressant de se dire et de savoir à quoi ressemble le consommateur ici. On est sur une population très sportive, des gens actifs, connectés, une société avec très connectée, puisqu'ils effectuent environ 66% de la population achète en ligne au moins une fois par an. Ils dépensent beaucoup dans le commerce de détail. Donc, ce sont des gens qui, avant Covid, voyageaient beaucoup, mais en tout cas qui restent très au fait des modes, des tendances, qui s'informent. On observe dans le secteur du retail, néanmoins, sur les dernières années, une remise en question des canaux traditionnels, une forte évolution, comme ça l'est un peu partout, du e-commerce, mais aussi une remise en question avec des canaux traditionnels et des modes de consommation plus éthiques et plus durables. À savoir également que ce sont des gens et des consommateurs très sensibles au marketing, à la communication, ce qui a du coup une influence aussi pour les entreprises parce que les sites internet, réseaux sociaux sont perçus par les consommateurs comme des véritables vitrines pour mettre en avant les entreprises. Béatrice, on peut passer à la slide suivante. Là, on a cité quelques grands groupes nordiques, hein, tout simplement pour vous donner un petit peu aussi, que vous ayez ça en tête. C'est vrai que les entreprises ici s'ouvrent très vite à l'international et c'est du coup et vous en avez sûrement, enfin voilà, on en a cité quelques-unes, hein, en passant par Lego, Ikea, Electrolux, etc. Donc c'est des entreprises qui sont, ça c'est pour les biens de consommation, mais très orientées à l'international. Et on a par exemple aussi des entreprises dans le secteur de la santé comme Novo Nordisk, AstraZeneca, dont on parle un petit peu en ce moment avec les recherches pour le Covid notamment. On peut passer encore à la slide d'après. Alors, je vais mettre en exergue quelques secteurs, hein. Je ne vais pas les faire tous. Je vais rajouter quelques informations parce que j'ai regardé un petit peu la liste des participants et outre les slides qui sont là, je me permettrai de faire des petites apartés sur certains secteurs pour donner aussi quelques informations à des entreprises que j'ai vues parmi les participants. Donc, je commence du coup par le secteur de la décoration. C'est vrai que sur la zone nordique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché très les consommateurs consomment énormément pour leur habitat. Ça représente le premier poste de consommation en biens durables et semi-durables avant des secteurs comme l'habillement par exemple. Donc c'est vraiment, on a une culture du choyer son chez soi, on reçoit beaucoup chez soi. Donc on a une forte tradition, ça vous le savez évidemment, mais du design, mais ça se ressent vraiment parce que les consommateurs investissent énormément pour leur habitat. On observe ces dernières années une internationalisation des goûts et une recherche un peu plus de personnalisation, ce qui est du coup crée des opportunités pour les entreprises françaises. Et dans les préoccupations également, à savoir c'est les préoccupations environnementales qui gagnent vraiment. Les consommateurs veulent savoir d'où viennent les produits et ça cherche à avoir des produits plus éco-conçus. On peut passer à la slide suivante. Ah oui, alors là, je me suis permise de faire un petit aparté sur une success story made in Normandie dans le secteur de la décoration. C'est l'entreprise pour montrer qu'il y a des entreprises de la région qui réussissent ici. Et j'ai choisi du coup l'entreprise Socotex qui a participé avec nous l'année dernière à une opération collective qui s'appelait Stockholm Decoration and Design Day. Socotex, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les équipements de terrasse sur mesure. Ils font des pergolas, voiles d'ombrage, stores et abris, etc. Et grâce à l'événement, on pu trouver un partenaire local pour se développer sur la zone. Voilà. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, j'ai mis des petits liens. Vous pourrez toujours y revenir après la présentation aujourd'hui. Voilà.
Avant d'aborder du coup maintenant le secteur de la santé, j'ai vu qu'on avait plusieurs entreprises participantes dans le secteur des cosmétiques. Alors, j'ai pas fait de slide précise sur le secteur des cosmétiques, j'aurais pu le mettre, mais je vais en tout cas en parler à l'oral, parce que j'ai vu qu'on avait trois entreprises qui étaient dans le secteur de la beauté et des cosmétiques, donc je me permets de donner quelques petites notions sur ce marché. Alors, le secteur des cosmétiques sur la zone nordique, c'est un secteur qui fait un chiffre d'affaires à peu près de 3,2 milliards d'euros. Les consommateurs dépensent, on a des consommations par habitant qui sont très élevées, entre 190 et 250 euros de dépenses par habitant par an. On est sur des marchés sur des marchés matures, mais où on observe des niches de marché avec à fort développement. J'en citerai deux, les produits premium et les produits écologiques. De manière générale, ce qu'il faut savoir sur nos zones, c'est qu'on est quand même sur des marchés où les consommateurs apprécient des produits peu parfumés parce qu'ils ils sont en général très sensibles avec beaucoup d'allergies. Donc, on fait attention aux parfums dans les produits. Et puis, on est aussi, ces dernières années, évidemment, et là, c'est encore plus fort que ça ne l'est en France, on regarde beaucoup les écolabels. Donc ça, c'est vraiment une clé d'entrée sur ces marchés. Et je me permets encore, avant de passer à la santé, de citer juste quelques informations. J'ai vu qu'il y avait une entreprise dans l'Acastillage. Et là, c'est pareil, dans la Plaisance, je pense que c'est des zones où on a c'est vraiment une zone à potentiel. On est sur des marchés où on a des densités de bateaux parmi les plus fortes au monde. Rien que pour citer un exemple, on a par exemple un bateau pour 13 habitants en Suède, alors que ça ne représente qu'un bateau pour 124 habitants en France. On est sur des marchés qui se portent bien, de tradition orientés sur des petits et des moyens formats, mais qui ces dernières années deviennent des marchés de plus en plus premium et de plus en plus luxe, avec des recherches d'équipements forts. Donc, surtout, je dirais, sur le marché Finlande, Norvège, Suède, la Plaisance sont des marchés qui sont intéressants. Voilà. Donc, je me permets maintenant de passer à la santé. C'est vrai qu'on couvre une étendue de secteur assez large. Donc, là, c'est l'idée vraiment de vous donner quelques petites notions sur chacun de ces secteurs. Sur le secteur de la santé, quelques repères à présent. On est sur des marchés où les parts des dépenses dans la santé sont élevées. C'est environ 10%, 10-11%, ça dépend des marchés de la zone, 10-11% du PIB. On est sur des marchés majoritairement publics, tant pour le financement que pour l'approvisionnement. Donc, c'est vrai que c'est dès lors des marchés très orientés autour des appels d'offres, d'où l'importance d'avoir un partenaire local qui aide à répondre à ces appels d'offres ici, notamment dans le secteur des dispositifs médicaux, c'est important. Une autre caractéristique, et sur des secteurs aussi qui sont porteurs, c'est qu'on est sur des marchés qui sont hautement digitalisés. À titre d'exemple, 99% des prescriptions sont digitalisées sur la zone. On est sur des marchés qui sont mis comme objectif l'e-santé. Et à titre d'exemple également, la Suède souhaite être le leader mondial de l'e-santé à objectif 2025 et on crée pour ce faire une agence spécifique, un ministère spécifique autour de l'e-santé. Donc c'est vraiment des focus importants et c'est le cas également sur les autres marchés de la zone. On est sur des marchés où on a beaucoup d'investissements dans les hôpitaux qui sont à venir, dans la mesure où la plupart des hôpitaux ont été construits dans les années, en tout cas ceux qui sont en service actuellement sont autour des années 70 pour beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de projets de construction neuve, mais aussi de rénovation d'hôpitaux sur la zone. On peut passer à la slide d'après. Voilà, donc là, un petit focus dispositifs médicaux. On est sur des marchés, alors on a une forte production.
qui est fortement du coup aussi exporté, mais du coup au final pour leur consommation, on se rend compte par exemple en Norvège que 78% des dispositifs médicaux sont importés et c'est en Suède c'est à peu près 75% et c'est du même niveau sur le Danemark. On est donc sur des marchés aussi, comme je disais tout à l'heure, principalement d'appel d'offres. Et là, on a cité quelques opportunités, mais c'est vrai que sur la zone, on est beaucoup orienté sur des produits de pointe ou des produits intelligents de qualité, c'est un critère recherché, qui facilite notamment aussi l'autonomie des patients, sachant qu'on est sur des marchés qui favorisent par exemple, les séjours en hôpitaux sont très courts et on incite le plus possible les soins à la maison ou en tout cas pour les personnes âgées, le plus longtemps possible, on reste à la maison, quitte à prodiguer tous les soins à domicile. Donc sur ces segments-là, il y a des offres très développées et on recherche toujours de meilleures solutions. On est sur le secteur de la santé et des dispositifs médicaux, beaucoup un marché test. Hein, des entreprises dans ce secteur-là nous disent beaucoup qu'ils le comparent. Ça peut être un marché d'entrée aussi par la suite pour les États-Unis, parce qu'en gros, sur ce marché-là, sur les marchés nordiques, on a un accès facilité aux données. C'était des marchés qui sont intéressants pour tout ce qui est test. Et donc, du coup, derrière, ce sont des marchés qui peuvent ouvrir la porte d'entrée vers d'autres marchés. Et beaucoup d'industriels nous citent notamment les États-Unis par la suite. Même si en ce moment, c'est pas le... Mais voilà, c'est un petit peu du coup, des marchés qui sont ouverts aux nouvelles solutions. On peut passer à la slide d'après. Voilà, et sur le secteur des médicaments et des biotechnologies, à savoir qu'on est sur des marchés où on a des grands pharma, j'en citais de tout à l'heure, hein, Novo Nordisk par exemple, AstraZeneca. Et donc du coup qui dynamise et qui un petit peu entraîne son moteur du marché avec beaucoup aussi de startups innovantes. Donc on est sur le secteur des médicaments et des biotech, on constate qu'il y a beaucoup notamment aussi de partenariats technologiques dans les entreprises biotech entre entreprises nordiques et entreprises européennes dont la France. On a des clusters ici dans les life science qui sont parmi les plus importants et les plus dynamiques en Europe. Et comme je citais un petit peu déjà tout à l'heure, on a un accès facilité au registre de patients et aussi aux bases de données, ce qui aide vraiment dans le développement de nouvelles solutions. Voilà, je pense que voilà. Après, c'est un petit peu pour brosser en transversal les différents secteurs de l'art de vivre et de la santé. Une chose que j'ai peut-être pas dit c'est vrai que l'impact du Covid, ça a été très inégal hein, selon les secteurs. Si on doit citer par exemple dans les biens de consommation, on s'aperçoit que ça a été le cas aussi en France, hein, mais dans tout ce qui est l'habitat, le bricolage, on est tout ce qui est pour la maison, on a des très fortes augmentations cette année. Notamment, par exemple dans le bricolage, on va être de l'ordre de 14% d'augmentation, ce qui est prévu sur l'année 2020. Donc c'est par rapport à la conjoncture, c'est très fort. Et on a des secteurs, par exemple peut-être l'habillement, qui s'en sortent moins bien en ce moment. Donc du coup, c'est inégal selon un petit peu le segment et on est là de toute façon pour vous aider. Si vous avez des questions sur notre marché, sur nos marchés, et voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Eh ben, je vais laisser la parole, du coup, peut-être à présent à Justine pour le secteur des tech et des services. Justine, c'est à toi. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc Justine Vautrin, donc moi je m'occupe de tout ce qu'on appelle nouvelles technologies, services innovants et donc référente pour la zone nordique. Je suis basée à Stockholm.
Donc, comme l'a dit à peu près, je pense, tout le monde, hein, on voit que ce sont des marchés hyper connectés. On a tendance à dire ici que c'est un peu alcool, drogue et smartphone. Les Nordiques sont vraiment très attachés à leur téléphone, déjà par l'impact fort des réseaux sociaux, mais aussi parce que une société hyper digitalisée et donc forcément on a la banque sur le téléphone, on a même nos services de santé. Tout passe par le téléphone, à tel point qu'il y a une pression un peu sur l'image qu'on renvoie, sur les réseaux sociaux, sur l'accès qu'on doit systématiquement avoir avec son smartphone, qui crée une certaine dépendance. Il faut savoir que les origines du numérique, donc elles remontent quand même à quelques années, avec la fibre optique ici qui a été déployée à partir du début des années 90, qui n'était pas seulement un enjeu pour faire des affaires, mais avant tout un enjeu pour interagir avec les citoyens. Quand on parle donc de fibre optique, on parle de 100 mégabits, ce qui est du coup un niveau au-dessus de ce qu'on connaît aussi en France. Donc voilà, vous trouverez quelques chiffres, ce sont parmi les pays les plus digitalisés au monde. Pour la slide suivante, donc voilà, des écosystèmes tech dynamiques. Donc sur les nouvelles technologies, entre autres télécoms, on peut citer donc Ericsson, Nokia, comme on en parlait avec déploiement de la fibre optique et du haut débit. Ce sont vraiment des sociétés où les entreprises, les marchés étant plutôt petits, les marchés nordiques représentent, comme disait Jean-Baptiste, 28 millions d'habitants, et sont vraiment tout de suite tournés vers l'international. Et puis, il y a aussi cette espèce de cercle vertueux où beaucoup d'entrepreneurs ont créé de jolies entreprises, puisque là, on vous a cité quelques licornes. On appelle la zone nordique souvent la Silicon Valley européenne, hein, puisqu'il crée à peu près 30% des licornes sont créées ici. Donc, quand on parle de licornes, hein, on parle bien sûr des sociétés valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Voilà. Et aussi des organisations qui sont plutôt plate, pas du tout pyramidale, avec des liens hiérarchiques, ce qui permet aussi d'ajouter une certaine créativité. Et beaucoup d'employés créent leur propre business à côté, qui peuvent devenir donc de véritables success stories. Donc il y en a certaines que vous connaissez, je pense tous, et que vous avez même été utilisateur. Il y en a d'autres qui arrivent, peut-être que vous les utilisez d'ailleurs déjà aussi en France, donc entre autres Livy, Karma, Voy ou Bolt. Pour la slide suivante. Voici donc tous les secteurs qui sont un peu donc que nous suivons pour ce qu'on appelle nouvelles technologies. Donc télécom, comme on a vu, hein, donc précurseur sur la 5G, travaille déjà sur la 6G. C'est une espèce de pack nordique qui essaye de lider la rivalité que peuvent avoir donc les États-Unis, l'Asie, et donc d'essayer de faire un pack européen qui soit compétitif dans ses avancées en matière de télécom et d'infrastructure. Voilà, pour la partie IoT, donc on parle de la partie IoT pour les objets connectés. On a environ à pas loin de 3 objets connectés par personne ici, que ce soit des objets connectés à usage personnel. Et il y a aussi, sont aussi des sociétés qui sont très favorables à l'IoT industriel, qui l'utilisent énormément. C'est un secteur qui est en très grande croissance. Pour la partie EdTech, donc là, principalement l'idée d'ailleurs par la Finlande, où il y a de l'apprentissage, des écoles créées pour l'apprentissage, par exemple, de l'intelligence artificielle en termes d'éducation dans les classements PISA, souvent même mieux classés que la France et que d'autres pays européens. Et puis on parle d'éducation, mais il y a aussi toute la formation professionnelle qui est un secteur particulièrement dynamique. Pour le e-commerce et retail tech, bon, je pense que mes collègues en ont largement parlé, avec en plus l'évolution rapide due au Covid sur tout ce qui est les achats en ligne. Pour la partie
creative industry, donc c'est ce qui est musée connecté, gaming, donc là encore accentué par la crise du Covid, l'utilisation des jeux et la vente de jeux qui est en plein essor. En Suède, par exemple, on a doublé les ventes de jeux en 5 ans, ce qui représente aujourd'hui à peu près en termes de profit le même montant que les exportations de camions, sachant qu'on est quand même au pays de Volvo et de Scania, donc ça devient vraiment un secteur clé même pour l'économie. Et enfin, les data centers, où ce sont des pays qui ont vu beaucoup de data centers et des Big Five qui sont implantés sur nos marchés, où l'économie est stable, où les prix de l'électricité sont assez faibles et où même, on va dire, les conditions climatiques sont plutôt favorables. Voilà, pour essayer de n'en retenir que quelques-uns et là où sont vraiment les grandes tendances. Donc la FinTech, hein, ici, vraiment, on paye avec son smartphone. On a tous nos comptes qui sont accessibles via nos téléphones. Stockholm est passé dans le troisième hub européen derrière Londres et Berlin, avec des montants d'investissement qui sont pas loin du milliard d'euros en 2019, des entreprises comme Klarna, Tink, voilà, donc que vous devriez entendre parler en plus dans les prochaines années. Cybersécurité, donc là, clairement, c'est sur tout ce qu'on s'est dit, hein, le fait d'avoir une hyper-digitalisation fait qu'il y a ce besoin en cybersécurité qui est très présent, sachant qu'on n'arrête pas de dire que les pays nordiques sont vraiment les mieux classés pour quasiment beaucoup de secteurs qui sont liés aux nouvelles technologies. Là, pour la cybersécurité, c'est plutôt l'inverse. Donc, des pays hyper digitalisés, mais qui sont très faibles en termes de sécurité. Je crois que j'ai vu qu'il y avait une entreprise qui était connectée qui s'appelle Secure. Ici, on a plutôt TwoSecure ou F-Secure, le finlandais que vous devez peut-être connaître. Et malgré ces acteurs assez incontournables, il y a encore de gros besoins. Et l'offre française a vraiment une très bonne image ici, entre autres grâce à tout ce qui est fait avec l'Union européenne. Et à ne pas oublier aussi toute la partie e-gouvernance qui est très développée surtout en Estonie. Voilà, Life Science, bon, ben, je pense que Soline en a clairement bien dépeint le paysage avec des clusters assez importants comme la Midicon Valley qui est donc dans le sud-ouest de la Suède, et puis la partie Clean Tech, Vincent en a parlé. Et en fond de ça, donc on a vu tous les secteurs, il y a quand même des grandes tendances qui sont entre autres, l'intelligence artificielle, hein, maintenant on voit que l'intelligence artificielle c'est un peu sur tous les secteurs, entre autres en effet tout ce qui est santé, mais aussi là sur la partie encore e-gouvernement. Women in Tech, grosse tendance ici, sachant qu'il y a 48% de la population nordique au travail qui est féminine. Ils avaient un des plus bas pourcentages il y a encore 30-40 ans. Et là, quasiment un des pourcentages les plus élevés. Et donc, beaucoup de femmes qui se dirigent vers la tech, pas encore assez, mais surtout beaucoup de femmes aussi qui, après avoir travaillé dans la tech, partent finalement vers d'autres secteurs. Donc, il y a deux enjeux. Il y a comment les attirer, mais aussi comment les retenir. Donc là, c'est vraiment une thématique très, très forte sur nos pays. Et tout ce qui est tech for good, avec un impact soit environnemental, soit sociétal. Là, on se parle par exemple d'entreprises comme Too Good To Go, qui a donc créé par une Française, mais qui a son siège social au Danemark, Karma, etc., mais aussi sur tout ce qui est impact sociétal. Comment est-ce qu'on arrive à créer aujourd'hui une licorne qui n'est plus valorisée à $1 milliard, mais qui touche 1 milliard d'individus? Voilà, donc ça, c'est aussi une des grandes tendances sur nos pays. Voilà, ensuite, merci Béatrice, pour des marchés d'opportunités, donc c'est vrai qu'on en a là encore déjà parlé, mais vraiment si vous avez une offre qui est innovante, qui n'est pas présente ici,
ou qui permet d'être plus efficace, vous aurez un très très bon accueil. Il y a aujourd'hui des startups, des grands groupes et puis beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent vraiment à sortir leur épingle du jeu ici sur nos marchés, qui réussissent. On a entre autres un écosystème French Tech qui est assez restreint, mais qui est quand même dynamique et sur lequel on peut s'appuyer. Voilà, pour vous accompagner donc dans la zone nordique l'année prochaine, donc on a un très gros événement qui s'appelle, pour la slide suivante s'il te plaît Béatrice, voilà, un très gros événement qui s'appelle Slush. Slush, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le salon européen et même mondial, enfin le très gros salon européen et celui qui mondialement est connu pour avoir le plus grand ratio start-up versus investisseurs. Donc, c'est environ 25 000 participants. Ça a été un des salons aussi qui a réussi à se réinventer le mieux cette année en créant une offre totalement digitalisée, mais qui reprend exactement les outils qu'ils avaient l'habitude d'utiliser avec des outils de matchmaking où il y a généralement environ plus de 5000 rendez-vous qui sont créés via cet outil. Donc nous, on vous propose de vous accompagner tout au long de l'année en finissant par Slush, accompagner les entreprises françaises dans leurs premiers pas commerciaux ou renforcement de leur courant d'affaires sur nos marchés. Et ensuite, il y aura un événement qui est vraiment dédié à la cybersécurité au Danemark et en Finlande avec le SANSEC et le FISC qui sont vraiment les deux gros clusters dans chacun des pays au niveau cybersécurité. Le SANSEC, ils ont environ 130 membres, le FISC 80. Donc voilà, octobre 2021 et bien sûr, on reste à votre disposition si vous avez des questions. Vous pouvez nous trouver Twitter, le site internet. Vous avez aussi nos coordonnées et puis plein d'autres événements, on espère, pour accompagner la digitalisation de tous ces grands groupes nordiques. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Béatrice. Merci Justine. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour ce secteur précis? Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, donc ça va être à mon tour de vous présenter en quelques mots donc la mission de prospection collective Pays Nordiques qui aura lieu l'année prochaine du 12 au 16 avril 2021. Alors, le point d'ancrage, en fait, effectivement, ce serait la Suède, avec une extension possible vers un ou deux pays de la zone pays nordique, à savoir donc le Danemark, la Norvège, la Finlande ou l'Estonie. J'insiste quand même sur le fait qu'il y aura certainement, il y aura certes des moments collectifs, mais que chaque entreprise aura un programme de rendez-vous individuel sur mesure validé en amont par le bureau de la Team France Export sur place. Alors effectivement, quels sont les avantages d'une mission collective sur mesure? Alors d'une part, c'est de profiter de la dynamique de groupe et de bénéficier d'une organisation clé en main gérée par la TFE. Et d'autre part, ce serait de bénéficier d'un soutien financier de la part de la région Normandie dans le cadre du dispositif Impulsion Export et de l'État dans le cadre du chèque Relance Export. On fera un petit focus sur ce dernier tout à l'heure. Alors, quel serait le coût, le contenu des prestations de la mission? Alors là, vous voyez qu'effectivement, deux tableaux distincts. Le premier concerne les prestations sans la Norvège et le second concerne les prestations incluant une extension en Norvège. Les tarifs sont légèrement différents, un peu plus élevés pour la Norvège, s'il y a extension vers ce pays. Sur les trois premières lignes de chaque tableau, donc vous verrez le coût d'une prestation pour un, deux ou trois pays. Alors, un pays, donc la Norvège, c'est 3 100 € hors taxe. Deux pays, donc 5 700 € hors taxe et 5 900 € si on inclut la Norvège.
Et pour 3 pays, 8 300 € sans la Norvège et 8 500 € en incluant la Norvège. Ils sont précisés également dans ces tableaux le coût pour un accompagnement de rendez-vous par un expert sectoriel. Donc, il serait de 650 € par pays et 700 € si c'est la Norvège. Et un coût supplémentaire de 100 € hors taxe pour un participant supplémentaire. Alors, que comprennent exactement ces prestations? Alors, donc une réunion de cadrage en début de mission, avec une présentation macroéconomique de la zone, les aspects culturels, entre autres. Une soirée networking dans un des pays. Et une première phase de validation de potentiel auprès des opérateurs locaux. Et une phase 2 de rencontre avec les contacts d'affaires locaux, donc sous forme de programme de rendez-vous individuels. Donc, bien évidemment, si à l'issue de la première phase de validation, les retours sont négatifs, une réduction sera appliquée sur le tarif de ces prestations. Donc, moins 650 € par pays hors Norvège et moins 700 € concernant la Norvège. Alors, un petit focus sur le plan de relance et le chèque relance export. Le plan de relance export en vigueur depuis le 1er octobre 2020 et jusqu'à fin décembre 2021 est constitué de plusieurs piliers essentiels, dont les aides directes pour encourager au retour sur les marchés internationaux. Alors, parmi les aides, le chèque relance export permet aux PME, TPE et ETI de baisser le coût de nombreuses actions de prospection internationale, qu'il s'agisse de participer à des salons, des missions d'affaires en physique ou en digital, ou de bénéficier de prestations sur mesure réalisées par la TFE et des prestataires agréés. Le montant de prise en charge, alors le chèque relance export prend en charge 50% des dépenses éligibles hors taxe d'une prestation d'accompagnement à l'international avec un plafond maximum en fonction de la catégorie du chèque. Donc, il en existe 3. Il y a le chèque relance export pour une prestation collective, le chèque relance export pour une prestation individuelle et le chèque relance VIE. Alors, ce dernier sera effectif à partir du 1er janvier 2021. Donc, dans le cas présent d'une mission collective avec un programme de rendez-vous individuel, donc une entreprise pourrait activer le chèque relance export individuel dont le plafond est de 2 000 €. Sachez aussi que l'aide régionale au titre du dispositif Impulsion Export et l'aide de l'État, chèque relance export, sont cumulables. À titre d'exemple, pour une prestation de 4 000 € hors taxe plus 1 000 € hors taxe de frais logistiques, le reste à charge serait de 500 € pour l'entreprise pour un coût total de 5 000 €. Alors, bien évidemment, c'est important de voir avec votre conseiller international référent, de voir si vous êtes éligible à ces dispositifs de soutien financier. Et je vous invite également à aller sur le site de la TFE pour tout complément d'information. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des petites questions, soit sur la mission, soit sur ce qui a été dit précédemment? N'hésitez pas, il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc, si vous voulez prendre la parole, il n'y a pas de problème. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que Jean-Baptiste, je vous laisse la main pour conclure si vous avez 2-3 petites choses à préciser?
Oui, merci Béatrice, merci à tous. Il n'y a pas forcément de questions, mais surtout n'hésitez pas à nous poser des questions ultérieurement. Et comme l'a dit Béatrice, n'hésitez pas à contacter les conseillers internationaux donc en Normandie. Puis après, donc par biais, on sera en contact et on pourra répondre à vos sollicitations. Donc je pense que maintenant, il est temps peut-être de conclure. Sauf si, encore une fois, question là. Alors oui, il y a une question de Margot de Toutel. Vous avez parlé d'une tendance à l'ouverture d'épiceries fines et de cadeaux haut de gamme. Y a-t-il une culture des paniers garnis dans les pays nordiques? Donc là, Maïbrite, oui. Peut-être que je te laisse la parole. Absolument, oui. Oui, donc de MyBrit en ligne. Oui, effectivement. Enfin, bon, tout d'abord, oui, on voit davantage d'épiceries fines dans nos différents pays sur la Saône. C'est vraiment un segment qui marche très bien et et que les Nordiques parcourent de plus en plus pour les achats de plaisir le week-end, mais aussi en semaine. Pour ce qui concerne les paniers, la réponse est oui, ça marche très bien aussi, surtout là actuellement, en fait, en fin d'année, avec les paniers de fin d'année, pour les entreprises et pour aussi les particuliers. On a cette tradition, en fait, dans les pays nordiques de calendrier de l'Avent. Et c'est vraiment une forte tradition durant tout le mois de décembre où on reçoit des cadeaux de famille, d'amis et aussi dans les entreprises. Donc la réponse est oui, un potentiel sur les paniers auprès des épiceries fines notamment. N'hésitez pas si ça que ça répondait bien à votre question. Oui, apparemment, oui. Très bien. Merci. De toute façon, là, je vous enverrai la présentation par mail. Vous retrouverez toutes les informations de ce webinaire et les coordonnées de chaque expert sectoriel et de nous tous. Bon, bah, merci beaucoup pour votre attention. Merci à Jean-Baptiste et à toute son équipe. Et bonne fin d'après-midi à tous. Et à bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Ah.